Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette courte vidéo, on continue un peu le concept des un jeu, un truc cool, un jeu, deux trucs cool, un jeu, trois trucs cool, un jeu, des trucs cool. Aujourd'hui, on va parler de The Witcher. Alors The Witcher, vous allez me dire, t'es sûr que tu trouves que c'est un jeu cool? Parce que effectivement, dans une vidéo que j'avais faite sur les règles de jeu, etc., je l'avais cité dans les exemples de jeux avec des règles complexes auxquelles je ne vais pas jouer. Et on va y revenir après. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, dans un jeu, il y a beau avoir des trucs que vous aimez pas, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. D'ailleurs, le but de ce genre de petites vidéos que je fais sur des jeux, c'est pas de vous dire est-ce que vous devez acheter un jeu ou pas, ni de présenter le jeu dans son ensemble, c'est plutôt qu'on discute un peu du jeu, tout simplement. Déjà, peut-être, si vous connaissez pas The Witcher, ce dont je doute parce que c'est devenu hyper connu, que vous en entendiez parler, mais pour d'autres jeux comme, je sais pas, Vampire la Mascarade, il y a peut-être des gens qui connaissent pas Vampire la Mascarade, c'est plutôt de mettre en lumière un truc de jeu de rôle et de parler de ce qu'il y a dedans. Pourquoi je vais vous parler du jeu de rôle The Witcher? Tout simplement parce que c'est un jeu de rôle que j'avais vraiment hyper envie d'acheter à un moment où j'aimais bien The Witcher, tout simplement. Ce qui finalement s'est révélé être, non pas une erreur, mais un achat un peu impulsif. Parce que dans mon fort intérieur, je savais que je n'allais pas y jouer, pour une raison très simple, c'est que je n'aime pas jouer dans des univers connus. En soi, ça me dérange pas trop l'idée de jouer dans des univers créés par d'autres, mais dans des univers qui sont déjà retranscrits dans plein de licences, etc., ça m'intéresse moins. Mais en même temps, comment ne pas se laisser séduire par The Witcher? The Witcher, c'est d'abord des livres par Andrzej Sapkowski. Je sais pas très bien le dire, je crois que c'est un auteur polonais. Oh là là, il faut pas que je dise de bêtises, on va vérifier. Effectivement, il est surnommé le Tolkien polonais. Ça, c'est quand même un assez bon surnom, très sincèrement, ça fait plaisir. On vous surnomme le Tolkien français, vous êtes content. Bref, donc c'est une série de livres. Au début, c'est des nouvelles, et après, ça devient plus une saga... plus dans le format roman avec une grosse histoire qui se suit. Et donc moi j'ai lu les tomes 1, 2, 3, mais j'ai pas poussé hyper loin, parce qu'en réalité, comme beaucoup de monde je pense, j'ai découvert The Witcher à travers le jeu vidéo, et encore pire, les puristes vont me haïr, mais je l'ai découvert à travers The Witcher 3. The Witcher 1 et The Witcher 2, je n'ai pas du tout aimé le gameplay, donc j'ai un peu joué et puis j'ai arrêté. Ah là là, mais il parle de The Witcher, il n'y connaît rien. Et donc effectivement, ce qui a rendu la licence The Witcher le plus connue, c'est la création d'une série de jeux vidéo, The Witcher 1, 2, 3, et il y a aussi le jeu de cartes et tout maintenant qui sont sortis. Gwent, appelez-le comme vous voulez. Jeu vidéo qui a été créé par CD Projekt Red. C'est un studio polonais, encore une fois, qui ont fait du très très bon travail, on va pas se le cacher, surtout sur The Witcher 3, qui est pour moi tout simplement le meilleur jeu solo auquel j'ai joué, j'ai vraiment adoré. Il tire un peu la bourre avec Divinity Original Sin 2, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Enfin, il se tire la bourre dans mon cœur, j'entends. C'est des jeux que j'ai beaucoup aimés. Du coup, ils sont devenus très connus via ces jeux vidéo, et c'est après avoir fini The Witcher 3 plus toutes les extensions, etc., que je me suis rendu sur Internet, et que j'ai vu que les dates coïncidaient. Un jeu de rôle The Witcher 3 allait sortir. Et du coup, quand je suis allé au festival international du jeu à Cannes, j'ai tout de suite acheté The Witcher chez Arkane Asylum, puisque c'était les premières versions qui étaient en vente. Et une fois que j'ai eu le livre dans les mains, j'étais très content, mais j'étais un peu déjà en mode, c'est pas un jeu qui me donne envie d'être joué, de par le fait que c'est un univers connu, et aussi pour des raisons de mécanique. Non pas qu'elle soit mauvaises, mais qu'elles ne sont pas du tout à mon goût. Et on va en reparler après. Donc ensuite, The Witcher, c'est devenu aussi une série télévisée sur Netflix, évidemment. Donc l'univers de The Witcher, c'est quoi? J'imagine que beaucoup de gens connaissent, mais on ne sait jamais. Donc The Witcher, tout d'abord, c'est du médiéval fantastique, un peu renaissance plutôt comme époque, enfin, si on devait faire un parallèle avec le monde réel. On est sur un truc très humano-centré, avec des empires, etc., qui vont s'affronter. Donc on a des monstres plutôt gore, plutôt glauques, c'est plutôt déconseillé au moins de 18 ans, on n'est pas dans Wakfu ou dans des univers cartoon, etc. C'est plutôt trash, d'ailleurs toutes les thématiques sont assez trash. Il y a des monstres qui viennent de plans parallèles, qui arrivent dans le monde, et qui foutent le bazar. C'est aussi un truc avec beaucoup d'intrigues politiques, vous allez avoir un gros affrontement central, qui est celui de l'Empire de Nilfgaard, hyper puissant, qui vient du sud, et qui fout la pression au Royaume du Nord, qui avait tendance à se tirer la bourre entre eux, et qui doivent peut-être s'allier face à cet ennemi commun. Donc on a une thématique de guerre, quand même, qui est assez présente, et une thématique d'intrigue politique et de trahison. C'est pas low fantasy, mais c'est un truc où la magie est très dangereuse.
Elle est assez présente, tout le monde y croit, mais peu de gens comprennent comment elle fonctionne. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Peu de gens savent exactement comment ça fonctionne. La plupart des gens des classes les plus basses vont ne pas connaître le fonctionnement scientifique de la magie. Et il y a beaucoup de croyances, de superstitions, etc. Et du coup, il va y avoir des magiciens et des magiciennes extrêmement puissants qui sont au service des différentes cours, des différents royaumes, etc. Les magiciens et les magiciennes, c'est des gens qui sont arrachés dans l'enfance et formés à mort pour devenir vraiment hyper balèzes. Il n'y a pas beaucoup de mages autodidactes, etc. dans l'univers. En général, c'est des exceptions. Et donc, ils sont vraiment formés à manipuler le chaos qui est extrêmement dangereux, etc. Ensuite, il y a plein de thématiques assez sérieuses, c'est-à-dire le racisme, l'impact sur l'environnement des êtres humains, etc., qui se retrouvent dans l'histoire. Parce que, comme je vous disais, l'être humain l'univers est humano-centré. Et d'ailleurs, les êtres humains viennent d'un autre monde ou arrivent conquérants dans des terres où il y a des créatures fantastiques, etc. Et comme souvent, on a tendance à mettre l'étiquette l'être humain détruit tout autour de lui. Bah là, cette posture de l'être humain face à son environnement, on la retrouve dans l'univers et elle pose plein de questions. Et puis il y a plein de conflits moraux aussi. C'est pas du tout un univers manichéen. On se rend vite compte que un des messages qu'essaie de nous faire passer cet univers, c'est que les monstres horribles qu'on voit, bah parfois finalement c'est juste des monstres qui essayent de survivre dans leur environnement qui leur est hostile, parce que les humains tuent les monstres. Et parfois l'humain est un monstre envers l'humain, parfois l'humain est un monstre envers le monstre. Et puis évidemment, il y a quand même des monstres qui sont monstrueux et qui tuent des gens, etc. Il faut les éliminer. Et bref, il y a toujours une question de est-ce qu'on peut régler un conflit sans violence? Est-ce qu'il faut intervenir dans un conflit? Ça, c'est une des grandes thématiques. C'est la thématique de la neutralité, du moindre mal. Est-ce qu'il faut vraiment parfois choisir le moins pire? Ou est-ce que parfois il vaut mieux rester de côté? Donc il y a plein de trucs comme ça hyper intéressants en termes de scénario et de personnages. Et puis, je termine par ça, mais en fait, un des trucs fondamentaux de l'univers, c'est les Witcher. Le héros, c'est le charismatique Geralt de Rivia. Et c'est un sorceleur, un Witcher, c'est une sorte de machine de guerre créée avec de l'alchimie, de la magie, etc. C'est un humain transformé en pas humain, en mutant hyper puissant qui doit tuer des monstres. C'est des sortes de méga combattants d'élite formés pour tuer les monstres, qui ont été créés à l'époque où justement il y avait plein de monstres et tout, que le monde était très très dangereux. Et finalement l'humain est devenu tellement fort et l'environnement est tellement maîtrisé désormais que c'est le sorceleur lui-même qui est vu comme un monstre, parce que finalement il n'est plus humain avec toutes ses mutations. Et donc en fait il devient une sorte de chasseur de primes qui traque des monstres, mais qui est lui-même considéré par un monstre par certaines personnes, et qui est censé être un professionnel et pas un héros, et qui se pose des questions morales, etc. Enfin bref, hyper intéressant. Et maintenant parlons du jeu de rôle. Alors pourquoi je n'ai pas voulu jouer au jeu de rôle? Eh bien tout simplement parce que, comme je disais, je n'aime pas jouer dans les univers connus, mais aussi parce que pour moi le problème de ce jeu, The Witcher, c'est qu'il y a trop de sous-systèmes et trop de compétences. Donc c'est un problème pour moi, mais pas pour tout le monde. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent The Witcher et qui y jouent actuellement. Mais moi, ce que j'aime pas trop dans The Witcher, le jeu de rôle, c'est que quand vous regardez la feuille de personnage, vous avez 23 milliards de compétences. Il y a plein de jauges, de petits indicateurs, etc. Et donc du coup, déjà, c'est une feuille de personnage qui va mettre du temps à être maîtrisée par les joueurs. Et ça, c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup de sous-systèmes aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs de fatigue, d'adrénaline, de perforation, des armures. C'est que même si les règles de base sont relativement simples, en fait, la mécanique de base ne demande pas grand-chose, bah il y a beaucoup de sous-systèmes et moi j'aime pas trop ça. Surtout quand ils me sont donnés par le jeu. Moi j'aime bien inventer des sous-systèmes, aller chercher des sous-systèmes dans d'autres jeux pour les ajouter. Mais par contre j'aime pas avoir un jeu avec plein de sous-systèmes parce que j'ai peur, en retirant ces sous-systèmes, de rendre le jeu moins intéressant. Ce qui est pas forcément le cas, en réalité, c'est moi qui ai peut-être un petit blocage mental, je pourrais retirer des règles, mais je trouve que c'est toujours plus dur de retirer des choses à un jeu que d'en ajouter. C'est pour ça que j'aime bien les jeux assez légers, les jeux avec des suppléments à la limite, des trucs modulaires qu'on peut rajouter, des jeux où je vais pouvoir facilement aller chercher l'idée dans d'autres jeux pour les implémenter, plutôt que des jeux qui prennent en compte beaucoup de choses. Je vais pas entrer dans les détails, parce que je veux pas donner l'image de quelqu'un qui dit que le jeu est nul, et c'est pas du tout ce que je veux dire. Il y avait quand même quelqu'un, quand j'avais parlé en mal de The Witcher, entre guillemets en mal, parce que j'ai jamais dit que c'était nul, il m'avait dit, bah t'aurais mieux fait de te renseigner avant de l'acheter, si t'aimes pas les règles, pourquoi tu l'as acheté? Ce qui est un peu bizarre, je trouve, parce que théoriquement, dans la vie, on ne lit pas des choses avant de les acheter, sauf si on les pirate par exemple. Ou alors que, en fait, on ne se fie qu'aux reviews. Et moi, je suis pas un grand fan des reviews, même si c'est un bon indice. Je pense qu'à partir d'un moment, quand vous êtes passionné par quelque chose, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir parfois acheter des choses que les autres gens
n'ont pas adoré, des choses qui sont passées un petit peu invisibles, etc. Alors bien sûr, achetez des trucs qui vous donnent envie. Je pense que c'est un truc, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, on se base trop sur l'avis des autres pour faire des trucs, tout simplement. Je me suis un petit peu perdu, et donc, même si le jeu me semble trop complexe, eh ben, je dois reconnaître qu'il y a des trucs que j'ai trouvé cool. En particulier, 2 trucs. Ça va peut-être vous paraître des petits trucs, et je me dis peut-être qu'un jour, je les utiliserai pour autre chose. Donc il y a l'artisanat, je trouve que c'est bien pensé, parce que c'est vraiment un artisanat de jeu vidéo, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est que genre, en gros, chaque objet, eh ben, vous allez trouver les composantes qui sont censées permettre de le créer, comme dans le jeu vidéo. Et comme ça peut paraître complètement débile, parce que si vous êtes un simulationniste, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que genre, pour fabriquer une épée, vous n'avez pas besoin de 2 de fer, 1 de bois, etc. C'est beaucoup trop abstrait. Et si vous êtes quelqu'un de plus narratif, vous allez vous dire, mais franchement, on est là pour faire du farming et tout, on est là pour faire du jeu de rôle. Et je peux vous comprendre dans les 2 cas, moi je serais plutôt de l'école des narratifs qui vont dire que c'est peut-être pas un aspect du jeu qui mérite autant de détails et autant de temps. Et justement, je trouve que c'est une bonne manière d'abstraire les choses que de dire que en fait chaque objet dépend de composantes précises, genre des unités de ressources, genre de fer, de bois, de cordes. Pareil pour les potions, qu'il y a des sortes d'unités alchimiques, genre je sais pas, des sortes de molécules, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai pas le jeu sous les yeux, mais genre il va falloir rajouter des composantes rouges, vertes et bleues pour faire des combinaisons pour créer des potions. Je trouve que ça c'est rigolo, parce qu'en fait c'est une mécanique qui pour certains joueurs qui vont être très intéressés par ces aspects-là, marche bien. Et pour le maître du jeu aussi. C'est-à-dire que des fois vous essayez de créer votre propre système d'alchimie et tout, vous êtes là en train d'essayer d'inventer plein de plantes, et chacune leurs effets, et toutes les combinaisons et tout, et c'est un peu un casse-tête. Donc en général vous allez simplifier le truc, et finalement si vous avez un joueur alchimiste, bah, peut-être qu'il s'attendait à avoir justement une mécanique un peu spéciale, à avoir un truc un peu complexe, un truc dans lequel il allait pouvoir se plonger, et que vous allez le décevoir du coup en faisant un truc trop narratif, ou en faisant un truc trop simple, genre telle plante produit tel effet, et voilà. Non, là il y a un truc genre... vous avez, par exemple, votre joueur, il va pouvoir, je sais pas, collecter des petits jetons, vous lui donnez des petits jetons de différentes couleurs, des bleus, des rouges et tout, et il a toutes les ressources qu'il collecte, et ensuite il a une sorte de, je sais pas, de bibliothèque, de combinaison qu'il va pouvoir trouver. En gros, plutôt que de penser de manière très réaliste, vous faites de l'abstraction, vous dites par exemple que tel type de créature produit tel type de ressources, genre si tu tues une goule, t'as une gemme verte, et en combinant 3 gemmes vertes, tu peux fabriquer une potion de poison, ou j'en sais rien. Il y a un truc, quoi, il y a un truc que j'aime bien. Surtout quand on sait que The Witcher, le jeu de rôle, c'est un jeu où il y a vraiment une bonne question de préparation des combats, fabriquer de l'équipement, etc. C'est un truc qui est central dans le jeu. Dans votre groupe, vous avez intérêt à avoir un artisan pour réparer votre équipement, justement, vu qu'il y a beaucoup de sous-systèmes de fabrication d'objets, etc. Moi, je trouve que c'est too much, en fait, comme système, que c'est pas des thématiques que j'ai envie d'aborder. Je pense que ça m'ennuierait un peu, ou que ça ennuierait mes joueurs, surtout, c'est ça que je me dis. Donc c'est pas des sous-systèmes que j'ai envie de voir, mais je trouve qu'ils sont bien foutus. Et je me dis que je pourrais l'utiliser peut-être pour de la fabrication d'objets magiques, ou quelque chose comme ça dans un autre jeu. Et après, le deuxième truc que j'ai trouvé cool, qui fait un peu partie de la même chose et qui pour le coup n'est pas spécifique du tout à The Witcher, c'est le fait que dans les monstres, alors le bestiaire est un peu léger, j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que dans The Witcher on s'attend à avoir un bestiaire de malade, c'est quand même à la base une histoire de chasseur de monstres. Dans le bestiaire du coup vous avez un truc qui est cool, c'est qu'il y a des connaissances pour les monstres, chaque monstre en fait il y a différents jets de dés, enfin il y a différents degrés de réussite à des tests de connaissances pour avoir des informations sur eux, connaître leurs faiblesses, etc. Parce que ça c'est un truc qui est assez central dans The Witcher, parce qu'en fait une des plus grandes forces des sorceleurs dans l'univers, c'est qu'ils ont des connaissances très poussées des monstres et ils savent comment les tuer. Donc il va y avoir le truc basique genre le vampire il faut le tuer avec de l'argent ou j'en sais rien. Tout le monde connaît ça, mais en fait, il va y avoir cette application-là à tous les monstres. Chaque monstre, il y a une manière bien spécifique de le traquer, de le trouver, de le neutraliser, de le tuer, etc. Ce qui fait que le commun des mortels ne peut pas se battre contre ces monstres parce qu'ils savent pas comment les gérer. Et c'est là toute la valeur des connaissances des sorceleurs, etc. Donc je trouve que c'est cool que pour chaque monstre, il y ait comme ça une sorte de petits tableaux avec les connaissances qu'on peut avoir dessus. C'est un truc qu'on retrouve dans pas assez de jeux, je trouve. Il me semble que c'est peut-être dans les bestiaires de Pathfinder ou des trucs comme ça qui avaient des trucs équivalents, mais on le retrouve pas dans tous les jeux, et moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Witcher, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et donc réellement, voilà, je vous invite parfois à faire confiance à votre instinct, à pas regarder les reviews de toutes les choses que vous allez acheter, parce que sinon vous passeriez sûrement à côté de certaines choses. Faites-vous votre propre avis, pardi. Donc The Witcher, je vais pas dire que je vous le recommande, parce que déjà je l'ai pas testé, et parce que c'est pas le genre de jeu auquel je veux jouer, mais je ne vous le dérecommande pas non plus. C'est-à-dire que je pense que pour ceux qui aiment cet univers, et pour ceux qui aiment les sous-systèmes, les jeux assez détaillés, c'est un bon jeu, j'ai l'impression. Si vous ne faites pas confiance à mon avis, n'hésitez pas à aller voir d'autres reviews.
Le serpent se mord la queue. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, notamment ceux qui jouent à The Witcher, à essayer de nous dire ce que vous appréciez dans ce jeu. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous aussi, vous êtes du genre à pas trop aimer jouer dans des univers existants? C'est une question qui est intéressante, je pense, qui pourrait peut-être être développée. Si vous êtes un maître du jeu débutant et que vous n'avez rien compris à ce que je racontais dans cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur www.lebonmj.com, c'est notre site web, où vous allez trouver un petit guide pour les maîtres du jeu débutants, justement. Quelle chance! Et vous allez trouver des petits conseils pour trouver des joueurs, pour créer un groupe, etc. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.